Bonsoir à tous et bienvenue. Décidément, l'actualité n'arrête pas. Hier sur RMC, John Textor, le propriétaire de l'Olympique Lyonnais, a donné une interview au Vitriol qui a fait réagir presque l'entièreté du football français. De la Ligue, en passant par la Fédération à la DNCG avec évidemment le Paris Saint-Germain, tout le monde est allé de son communiqué. Avec évidemment sous-jacent cette guerre froide désormais médiatiquement publique entre John Textor et Nasser El Khelaifi. Bien évidemment, immédiatement, chaque camp a usé de ses relais médiatiques pour faire valoir sa position et affaiblir l'autre. Et ça donne cette espèce de guéguerre un petit peu ridicule, mais qui a pris une tournure absolument fascinante aujourd'hui, puisque déjà on prépare certaines fuites dans la presse, notamment la DNCG qui n'a pas du tout apprécié la sortie de Textor, donc ne vous étonnez pas si enfin la DNCG enlève ce voile d'opacité, qu'on vous découvre un petit peu les véritables sommes en jeu, et de l'autre côté évidemment, il y a l'idée de dire on n'accepte pas une voix dissonante. Alors cette vidéo je la fais parce que déjà je n'ai pas de parti pris, c'est-à-dire que j'ai allumé à la fois Textor et Nasser depuis des années et des années. Je pense que sur le Paris Saint-Germain, tout l'entourage de Nasser et toutes les dérives qui ont pu se passer autour du club, et également la mainmise et l'influence du Qatar sur les affaires du football français, on en parle depuis des années et des années. Mais dans le même temps, je me suis fait défoncer à Lyon parce que j'expliquais les acrobaties financières de John Textor. Donc à partir de là, ça a quand même du bon déjà de ne pas répéter aux fans ce qu'ils ont envie d'entendre, mais simplement d'expliquer la coulisse. Et là, c'est un petit peu ce qu'on va faire parce que l'interview, elle a quand même beaucoup d'intérêt. En fait, elle est novatrice sur 3 points. D'un côté, ça dénonce la mainmise supposée et l'influence du Qatar sur la Ligue de football française à travers Nasser El Khelaifi. Le deuxième point, qui est évidemment corrélé, c'est le fait que Nasser El Khelaifi intimiderait et, on va dire, dissuaderait toute voix dissonante vis-à-vis de son pouvoir et de son influence. Et enfin, in fine, c'est l'impartialité supposée de la DNCG. Alors, tout de suite, vous remarquez que dans chaque combat de John Textor, il y a quand même son combat personnel derrière des causes nobles. Je vais rappeler avant tout ce qu'il a fait au Brésil où, après un match de Botafogo, l'un de ses clubs, il s'était emporté contre l'arbitrage et il avait crié au vol et au trucage de match. Ce qui avait valu évidemment des affaires aussi judiciaires, et donc il avait continué à faire une tirade très intéressante pour le coup sur les matchs truqués, et de son côté il disait avoir certaines choses qu'il a une entreprise de data également, et donc il avait continué là-dessus. Sauf qu'en fait, vu qu'il avait des poursuites derrière pour ses déclarations, ben en fait il a enquêté sur les matchs truqués. Mais en effet, c'est un fléau qui est colossal, qui est mondial, et les instances, on en parle depuis très longtemps, font la sourde oreille aux matchs truqués et aux toutes les mafias qu'il peut avoir derrière, notamment les triades. Et donc c'est très bien sur le papier, c'est un super combat, sauf qu'en fait derrière il n'y a pas eu d'effet. C'est-à-dire que c'est toujours beaucoup de communication pour au final très peu d'action, parce qu'on promettait plein de choses, on va lutter contre les matchs truqués, je vais vous montrer, je vais dévoiler ci et ça. Finalement Adma Soran ne vois-tu rien venir, sauf que ça plaît aux fans au tout début. Et surtout on remarque qu'en fait c'est pour son intérêt personnel, parce qu'il aurait pu être dans une situation compliquée de par ses déclarations. Et puis ce qui est très ironique, il y a les déclarations et il y a les faits. J'ai quand même du mal quand quelqu'un vous parle de la grande corruption dans le foot, la grande mafia, et quand il fait des grands deals avec Marinakis. On peut quand même dire que là, il y a une certaine ironie. Donc bien évidemment, les déclarations de Textor à RMC, elles s'insèrent dans ce cadre-là, vis-à-vis de ce combat, entre guillemets, vis-à-vis de la DNCG, pour surtout ne pas perdre à la face. Mais avant tout, on va revenir sur cette guerre froide, donc, comme je le disais, entre Textor et Nasser El Khelaifi, et d'où elle vient surtout. Et pourquoi, hier, il a fait cette sortie, qui pour le coup est très courageuse, que c'est le seul, je le répète, le seul dirigeant qui a osé dire ça, c'est John Textor depuis que Nasser est en France. Ce qui montre le problème. Que ça soit John Textor qui donne ce discours-là, c'est terrible en fait. Parce que si tu regardes aujourd'hui à quel point il est border, tu te dis c'est quand même triste. Et le pire, c'est qu'il y en a beaucoup qui l'ont soutenu par message. C'est-à-dire que même des gens de l'ECA, organisation que Nasser préside, qui étaient contents en fait que certaines choses puissent sortir. Parce que cette mainmise, elle agace beaucoup de gens. Le problème, c'est qu'ils ont tous peur. Et beaucoup en off, ils disent oui, on ne nous respecte pas, la Ligue ne nous respecte pas, Nasser ne nous respecte pas. J'ai envie de leur dire, mais est-ce que vous êtes respectable? Puisque lorsque le Qatar arrive dans le football français, ils sont très généreux. Avec BeIN, il y a du sponsoring, les droits TV et tout ça. Des clubs comme Guingamp, des clubs comme Caen, ils sont très amis avec Nasser parce que bon, des chèques à récupérer, il y a du sponsoring, il y a ci, il y a là. Et donc en fait, quelque part, ces gens-là, eh ben, ils ont une attitude de mendiant. C'est-à-dire qu'ils ont mendié la pierre. Oh, Nasser, c'est... Et en fait, ils sont restés dans ce modus operandi, sans compter certains présidents qui ont fait du business au Qatar par l'intermédiaire de Nasser. On se rappelle notamment d'Olivier Sadran à Toulouse, où là, c'était vraiment une association incroyable. Ils avaient d'ailleurs une société ensemble. Et donc, en fait, il y a eu plusieurs présidents comme ça. On peut penser à Montpellier, on peut penser à Ferré également à Lorient, qui avaient des liens très privilégiés avec Nasser en termes de business hors foot, ou avec certains transferts. Mais le pire, évidemment, c'était Toulouse. Et il y avait tous les autres qui étaient là, il n'y a pas d'autre mot, qui mendiaient la pierre quelque part et qui voulaient récupérer un petit peu une part du pactole. Et au début, le Qatar a été très généreux avec le football français. Et dans le même temps, c'est vrai, il y a eu des très bons choix qui ont été opérés. Le club prend une valeur incroyable, suscite de l'intérêt parce que tu as des très grands joueurs. Donc, in fine, ça augmente la valeur de ton championnat. On est totalement d'accord. Sauf que depuis quelques années, c'est plus ça. Et Vincent Labrune,
inféodé à Nasser El-Khelaifi depuis très longtemps selon beaucoup de gens. On le rappelle, ça fait des années que j'explique ça. Et là, vous avez vu ce qui s'est passé, le rapport de la mission sénatoriale, et on se rend compte du double jeu de Vincent Labrune et de Nasser de Droit TV, et donc Textor s'insurge en parlant d'un conflit d'intérêts qui, en effet, même le plus grand fan de Nasser peut quand même se poser la question de comment le PDG d'une chaîne peut aussi être président d'un club, négocier un peu les droits TV, parce qu'on dit oui, il enlève sa casquette. Bon, on va arrêter maintenant de prendre les gens pour des imbéciles. Mais au moment, en fait, lorsque beIN payait des gros montants, ça ne posait de problème à personne, et quelque part, on peut le comprendre. Sauf que Vincent Labrune, qui a écarté toute option, dont celle de John Textor, parce que le rêve de John Textor, en fait, c'était qu'on lui dise mais John, t'as eu l'expérience des droits TV, football, etc. au Brésil. Parce qu'en fait, Textor, il a une société là-dedans, donc lui, il attendait qu'on lui dise mais John, viens nous sauver, viens nous aider, tes conseils, etc. En fait, il attendait ça, mais il l'a pas eu. C'est pour ça aussi qu'il gueule. C'est parce qu'on l'a pas sollicité. Et lui, il le prend mal. Bon. Et en fait, c'était pourquoi? Parce que Vincent Labrune, on l'expliquait depuis longtemps, avait le plan avec Nasser, entre guillemets, la promesse, il était persuadé, le Qatar va me donner entre 7 et 800 millions sur l'année, ils vont me sauver. Finalement, c'est 80 millions le contrat. En plus, avec des paiements en retard, le contrat qui n'a pas été signé vient seulement d'être signé. Vous imaginez, le contrat de cet été, ils l'ont signé là. Avec également 20 millions en plus de sponsoring sur du Visit Qatar qu'on a voulu mettre un peu de force à des clubs. Il y en a qui n'ont pas voulu. Ça a énervé justement le Qatar, etc. Donc le trophée des champions, le délocalisateur. Enfin, je vais pas vous refaire toute l'histoire. Elle est honnêtement ridicule. Donc à partir de là, on comprend. Mais ça vient d'une de l'attitude, on va dire, très soumise des autres présidents qui ont toujours l'espoir. Mais un jour, Nasser va nous sauver. Et lui, il dit, mais je vous achète des fois quelques jours et tout. Donc en fait, c'est les miettes. Vous savez, vous êtes là, on balance les miettes, et puis ils sont là, oh, je les veux. En fait, il faut arrêter cette attitude de mendiant, il faut créer tes propres richesses et arrêter d'être dépendant des autres. Le Qatar n'a pas vocation à sauver la gabegie financière des autres clubs du football français. Et surtout, ça n'a jamais été l'intention de Nasser El-Khelaifi, qui veut en effet dominer, et qui, il est vrai, n'a jamais été pour que sa domination soit titillée dans le championnat de France. Et donc cet été, ça va exploser entre les deux hommes lors d'une réunion où Nasser menacera de quitter la réunion et carrément de retirer toutes ses offres. Donc certains présidents ont appelé ça menace, d'autres du chantage, parce qu'il n'a pas accepté les remarques de John Textor, qui a, pour le coup, parlé de ce conflit d'intérêts, et qu'il a des choses qu'il ne comprenait pas, parce que ce qu'il décrit, c'est une réalité. On avait un président de la Ligue très très silencieux. Alors, John Textor, après, a regretté ses paroles. Il a dit qu'il s'excuse pour la forme quand il a parlé, je crois, de Labdog, donc de Toutou, en parlant de Vincent Labrune, sachant que Vincent Labrune, justement, a essayé de calmer les choses un petit peu avec John Textor, parce que lui-même, pour le coup, il n'aime pas trop pour l'image que ça lui projette, celle en effet de quelqu'un d'assez inféodé, on va dire, Nasser El-Khelaifi, comme s'il n'était pas réellement le boss de la Ligue de football professionnel. Puis surtout le montant, on peut comprendre que quand tu attendais 700-800 millions et que tu as 80, mais que tu continues dans la direction, on va dire, du Qatar, ça peut quand même être jugé problématique par d'autres dirigeants, ce qui n'a évidemment pas empêché sa réélection. Et donc, lors de la discussion de cet été, c'est par exemple shut up, etc., c'est quasiment insulté entre Nasser El-Khelaifi et John Textor. Et tout le monde vous le dira, c'est la première fois que quelqu'un ose frontalement s'opposer à Nasser El-Khelaifi. Ce qui est complètement inacceptable pour lui, alors que ce soit ses employés au club, que ce soit d'autres choses. Je rappelle qu'il a plusieurs affaires juridiques, on va attendre évidemment le temps de la justice. On rappelle qu'il y a une affaire notamment pour tentative de kidnapping, pour torture notamment, travail dissimulé et d'autres choses. Donc on va attendre que les affaires soient terminées. Mais on parle de quelqu'un qui est quand même accusé de lourdes charges, qui bénéficie évidemment de la présomption d'innocence, mais il y a quand même un point commun dans toutes ces affaires, en tout cas selon toutes les personnes qui l'ont connu, c'est cet aspect de domination, et surtout qu'il ne faut surtout pas avoir de voix dissonante. Et c'est exactement ce que la Ligue fait. En fait, elle se plie quelque part aux règles de Nasser, et au détriment même de son propre club quelque part, et du Qatar. Pourquoi? Parce que il y avait tellement mieux à faire. T'aurais pu être gentleman, t'aurais pu être bien avec tout le monde et ça aurait été très bon pour son club et également pour le Qatar. Aujourd'hui, ça ne sert pas une Ligue 1 aussi faible globalement, on va être honnête, parce que le PSG a besoin d'avoir des gros matchs, on va dire au moins 4, 5, voire 6 gros matchs en championnat, voire un peu plus, pour être évidemment prêt en Ligue des Champions. Et puis même pour les fans, c'est beaucoup plus intéressant que d'un championnat qui est déjà joué depuis très longtemps. Après, vous allez me dire, c'est pas la faute du Paris Saint-Germain que les autres clubs travaillent aussi mal. On peut prendre l'exemple de Rennes qui devrait être en Ligue des Champions depuis des années et qui presque flirte avec la zone de relégation cette saison. Et donc déjà cet été, vu que ça a explosé, les uns et les autres ont utilisé leur relais médiatique et également tout ce qui on va parler d'armée numérique. Armée numérique, ce n'est pas un concept propre au PSG. Hein. Le Barça, on peut parler également d'autres choses. La centrale Lechera, avant on appelait ça sur le relais médiatique côté RAL. City utilise le troll farming, la Juve un peu en Italie. Il y a plein de clubs. Hein. Je veux dire, j'avais pris l'armée numérique entre guillemets de Niort moi à l'époque. Donc voilà, elle n'était pas du même niveau. Je vous l'accorde, mais bon, les clubs ont tendance à faire ça. Et donc chacun avait déjà utilisé cet été. Et donc on gardait les munitions. Et il y a eu même des boîtes d'intelligence économique qui ont été mandatées. Je ne sais pas si elles ont été complètement payées parce qu'à un moment donné il y a des doutes. Des deux côtés pour faire des enquêtes sur l'un et sur l'autre. C'est exceptionnel quand même. Sachant qu'au mieux, Nasser disait mais c'est honteux, Barcola, moi je l'ai acheté et tout. Et surtout que
bah Cherki, il devait partir au PSG. Hein. Je rappelle que c'est Cherki finalement qui va... Enfin, c'est assez surréaliste parce que Nasser Al-Khelaifi a eu John Textor et c'était bon. Ok, c'était... Puis finalement, bah, il va pas le faire. Il y a eu plein d'autres choses, on pourrait en reparler parce que ça c'est un dossier qui est quand même absolument surréaliste. Surtout quand tu sais également qui gérait Cherki à l'époque, hein, parce qu'il y avait derrière quand même Faisal Amari, la mère de Kylian Mbappé qui était en guerre avec Nasser. Enfin, ça c'était un dossier complètement surréaliste. Mais à l'époque, bah, ils voulaient quand même faire un peu de business ensemble. Hein. C'est... Parce qu'on s'aime pas trop, mais si on peut faire du business, il n'y a pas de souci. Alors là maintenant, vous imaginez que c'est complètement fini. D'un côté et de l'autre, c'est la guerre. Puisque dès dimanche, en fait, Nasser Al-Khelaifi et Vincent Labrune étaient au courant de l'entretien. Donc d'ailleurs, au PSG, certains disaient non, mais ça va jamais passer, ils vont couper et tout. Ça n'a pas coupé. L'entretien, évidemment, a été gardé en intégralité. Et maintenant, chacun utilise ses relais. Comme je l'ai dit, John Textor, lui, parle directement à pas mal de journalistes. À l'étranger, un petit peu en France et tout. Donc des fois il va filer parce que c'est quand même quelqu'un qui donne beaucoup à manger. Mais de l'autre côté vous avez David Sogden qui est le conseiller on va dire en communication de Nasser Al-Khelaifi, qui est l'homme qui murmure et qui chuchote à l'oreille de plein de journalistes. Donc si vous voulez en fait on arrive sur aujourd'hui des choses qui sont ciblées et in fine on arrive sur quoi? Sur le but vis-à-vis de John Textor, c'est la DNCG. Parce qu'en effet Lyon a été rétrogradé en première instance, interdiction de recrutement confirmée en appel. Et lui il donne une énième théorie du complot. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des ingérences et des interférences. La DNCG, en fait, il faut la voir comme un système. C'est quelque chose de très bien qui, malheureusement, n'est pas indépendant, contrairement aux déclarations de la Fédération française de foot, et qui est soumise à diverses influences politiques. Et également du copinage. Je rappelle que cette DNCG s'était fait flouer par l'ancienne direction de Valenciennes, de Dunkerque et de Niort sur des faux documents. Elle n'avait rien dit. Et elle sait qu'elle s'est fait avoir. Mais elle n'a rien dit. Rendez-vous compte que dans le cas de Dunkerque, je le répète parce que c'est important et beaucoup de gens n'ont peut-être pas regardé les vidéos de gestion que je fais sur les clubs de Ligue 2 et de National, mais en fait ça vous montre le côté systémique. La communauté urbaine de Dunkerque, donc le contribuable dunkerquois, a été au final obligé de payer parce qu'en fait la direction à l'époque elle monte des faux documents pour montrer une situation financière très préoccupante, rétrogradation première instance de la DNCG, comme ça la direction, l'ancienne, elle va toquer à la porte de la CUD, la communauté urbaine de Dunkerque, regardez on a besoin d'argent, faut sauver le club. Et la communauté urbaine va accorder une subvention exceptionnelle. Moralité, ce sont les faux documents présentés à la DNCG qui ont permis cette subvention exceptionnelle. La DNCG ne s'est jamais excusée, n'a jamais rien fait. À la base certains disaient on devrait suspendre les dirigeants vu qu'ils nous ont donné des faux, ils n'ont jamais fait ça. Je rappelle à Niort où l'argent a disparu, le club a complètement coulé, que dire. Et quand on parle d'interférence politique, on peut penser évidemment à Bordeaux, on peut penser au dossier de Sochaux, également de Châteauroux et aussi de l'Olympique Lyonnais. Parce qu'en fait, la première saison de John Textor, je sais qu'il y a beaucoup de Lyonnais qui disaient non, j'exagère. Non, il n'a pas respecté ce que la DNCG a dit et la DNCG aurait dû le rétrograder. Sauf que Vincent Labrune et tous les autres disaient on peut pas rétrograder Lyon parce que déjà quel souci des droits TV, si on rétrograde un des meilleurs clubs du championnat, on est KO. Sauf qu'il n'avait pas respecté les choses. Et je tiens à rappeler que pour le deal de Nouama, n'importe quelle personne le comprendrait, on est ultra border, pour dire la commission de licence en Belgique avait tapé du poing sur la table, mais la DNCG avait protégé John Textor, ce qui fait qu'aux yeux de la FIFA, il n'y avait rien à dire. Alors que imaginez un club d'un budget d'une dizaine de millions, Molenbeek en Belgique, qui va acheter un joueur à 25 pour le prêter, pour ne pas le garder, pour le prêter à Lyon. Tout ça pour contourner en fait les restrictions qu'il y avait vis-à-vis de Lyon, faites par la DNCG. Cette même DNCG qui avait fait un courrier à John Textor pour dire non mais c'est bon, vous pouvez faire cette opération, c'est exceptionnel. Sauf que là en effet, John Textor il va dire mais regardez, maintenant on m'en veut, rétrogradation et tout. Alors d'une, c'est pas le seul club en question, on a Bastia, ce qui est quand même assez surprenant parce que Bastia a été vu comme un bon élève l'été dernier, maintenant rétrogradation. Évidemment Ajaccio vu le trou qu'ils ont. C'est vrai qu'il y a certaines non-sanctions qui peuvent poser question, on peut penser, ça veut dire pas de restrictions pour Montpellier ou Lens. Bon, ils font confiance aux dirigeants, pourquoi pas, mais c'est vrai que ça peut poser question parce qu'il y a quand même une certaine opacité. Mais John Textor, même l'équipe le disait, et je peux aussi vous le confirmer, n'a pas donné les données bancaires et toutes les garanties demandées par la DNCG, certains documents qui sont encore manquants. Donc c'est-à-dire qu'il continue à faire son numéro d'acrobate et tout sa diatribe, où il a raison sur plein de choses, et c'est très courageux, il faut le souligner, c'est in fine ses propres intérêts, parce qu'on va agiter la DNCG, regardez, c'est pas impartial, il y a une influence et tout, pour fuir ses propres responsabilités, qui est de mettre l'argent sur le compte de l'OL, et arrêter avec ses Eagles ou que sais-je encore. Je rappelle encore une fois qu'il y a une vidéo dédiée, que le commissaire aux comptes n'avait pas validé les comptes, que pour le moment on est très loin du plan qui avait été annoncé il y a 2 mois par John Textor. On lui souhaite évidemment la meilleure des réussites, mais comme au Brésil, à un moment donné, il va faire certaines déclarations et tout, et donc pour draper cela, il va le couvrir d'une cause qui est très noble, les matchs truqués, là les conflits d'intérêts, peut-être une mainmise, la peur de certains, l'omerta, c'est super sur le papier, c'est génial, mais in fine ça sert toujours ses intérêts, à moins que cette fois-ci, John Textor nous surprend et amène enfin du concret. Parce que depuis le début, dans ses projets financiers et autres, il y a eu énormément de blabla, mais très peu de concret. Et il ne faut pas oublier la réalité, l'argent il doit être mis sur le compte de l'OL. C'est ce que demande la DNCG, qui ne l'a pas eu, qui a donc logiquement, en appel, validé cela. Sachant que c'est pas la même DNCG, puisqu'en appel, vous passez devant la DNCG fédérale de la Fédération Française de Football. Donc bref, si vous voulez mon avis, ça va être encore très sale, parce que d'un côté, Nasser n'accepte absolument pas une voix dissonante, et surtout qu'il ait eu le culot d'en parler publiquement. Donc vu ce qui s'est passé, je m'attends à beaucoup de représailles médiatiques d'un côté et de l'autre. Et ça montre quand même une chose, j'ai l'impression que nos dirigeants en France, ils sont plus doués pour se faire des guerres médiatiques et avoir des armées numériques ou que sais-je, que pour réellement faire progresser leur club. C'est quand même triste, mais c'est malheureusement ça, aussi le football français. Sur ce, keep the faith.